Chimie. Pour beaucoup, le mot fait encore peur. La faute au grand scandale industriel peut-être. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le domaine ne jouit pas d'une grande popularité aux grandes dames des chimistes, qui pâtissent de la confusion entre leur discipline et l'industrie du même nom. Et oui, les pauvres, ils n'y sont pour rien. Certains travaillent même à rendre la chimie plus propre, plus verte. Et cette chimie verte repose sur un principe très simple. Limiter autant que possible l'impact sur l'environnement. Comment ? C'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. Et pour être sûr de ne pas raconter de bêtises, on est allé rendre visite à des spécialistes, à l'ICMR, l'Institut de chimie moléculaire de Reims, une unité de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne associée au CNRS. C'est parti ! Pour commencer, rappelons que faire de la chimie sans polluer, c'est tout à fait possible. La nature le fait tous les jours. En principe, on devrait donc pouvoir le faire aussi. À l'ICMR, de nombreux doctorants travaillent sur des sujets de pointe avec une approche verte. La plupart de ces jeunes chercheurs sont en quelque sorte des sculpteurs de molécules. Ils partent d'une molécule de base, appelée synthon, et créent des molécules plus complexes aux propriétés nouvelles. D'autres sont plus fainéants, ils extraient, purifient et identifient des molécules fabriquées par des plantes, des algues ou des bactéries. Ces molécules peuvent servir à soigner, à dépolluer, à parfumer, à recycler, etc. Alors concrètement, comment les chercheurs de l'ICMR font-ils de la chimie verte ? Tout d'abord, en allant chercher des molécules intéressantes près de chez eux. Dans la nature, par exemple, c'est ce qu'on appelle la chimie biosourcée. Ou, encore mieux, dans les résidus de l'industrie ou de l'agriculture. Ils limitent ainsi le recours à la pétrochimie qui consomme des ressources fossiles et pollue trop souvent. Ensuite, ils développent des méthodes de synthèse ou d'extraction nécessitant peu d'étapes, peu d'additifs et peu d'énergie. Ils travaillent si possible avec des produits non polluants et recyclables. Certains utilisent la chimie click, une technique extrêmement précise qui permet de créer des molécules en s'inspirant justement des réactions naturelles. Voyons tout ça avec quelques doctorants de l'ICMR. Katia et Dalila travaillent sur le recyclage de certains polymères. Une application de leurs travaux, c'est le recyclage des bouteilles en plastique. Celles-ci sont faites de deux polymères, le PET pour la bouteille et le PELD pour le bouchon. Ces bouteilles sont parfois recyclées, mais les deux composants se trouvent alors mélangés. Résultat, impossible de les réutiliser pour fabriquer de nouvelles bouteilles. On s'en sert pour d'autres trucs, comme fabriquer des décorations kitsch de jardin. Katia et Dalila ont donc mis au point des solvants biosourcés qui permettent de séparer et récupérer simplement ces deux polymères. Les bouteilles pourront donc être recyclées pratiquement à l'infini. Julien, lui, bosse en collaboration avec des médecins et des biologistes sur de potentielles molécules anti-toxoplasmose extraites de l'écorce de certains arbres des forêts champardonnaises. La toxoplasmose, vous connaissez probablement, c'est cette infection causée par Toxoplasma gondii, un petit parasite notamment transmis par les chats. Il est inoffensif la plupart du temps, moi par exemple je l'ai et je suis tout à fait normal. Mais chez les personnes fragiles, la toxoplasmose peut causer de graves complications. Julien, qui est une sorte de profiler moléculaire, cherche donc des molécules qui pourraient limiter ces complications. Grâce à des outils informatiques développés à l'université de Reims et même à l'intelligence artificielle, il passe en revue des milliers de molécules inspirées par celles qu'il a repérées dans les écorces d'arbres pour identifier celles qui pourraient être les plus efficaces. Ces ordinateurs lui permettent aussi de comprendre comment elles interagissent avec le parasite. Ensuite, il teste ces molécules en vrai. Malheureusement, il arrive qu'une molécule soit très efficace mais qu'elle provoque des effets secondaires importants. Julien cherche alors comment diminuer les effets secondaires tout en conservant l'efficacité de la molécule. Walter, lui, bosse sur la synthèse de cristal... non, ça on nous a demandé de ne pas en parler. Passons à Lamia, qui travaille sur l'extraction des métaux et la dépollution avec une molécule provenant de la betterave à sucre. À partir de cette molécule, elle fabrique de nouveaux solvants qui lui permettent d'extraire différents types de métaux comme le cuivre, l'or et le platine. L'idée serait d'appliquer son procédé au recyclage des batteries ou au traitement des effluents industriels. Jérémy fait plutôt dans la cosmétique, parce qu'il le vaut bien. Il travaille avec une entreprise qui développe des actifs cosmétiques et des parfums qui lui envoie ses sous-produits. À Jérémy de tirer quelque chose d'intéressant de ces matières considérées comme des déchets. Un parfum, un antioxydant ou un filtre UV par exemple. On appelle cela l'économie circulaire. Il commence donc par extraire et identifier les molécules. Ensuite, il doit trouver comment rendre ces molécules intéressantes d'un point de vue cosmétique. Pour ça, il peut les modifier un peu, toujours avec des méthodes respectueuses de l'environnement. Laura fait aussi dans la valorisation d'agro-ressources avec des composés biosourcés comme le xylose, un sucre présent notamment dans le bois, ou les hémicelluloses, des molécules plus complexes que l'on trouve aussi chez les végétaux. Elle s'en sert pour créer d'autres molécules plus complexes de façon verte. Et ça marche plutôt bien, ses rendements sont proches de 100%.
Ces molécules, associées à des complexes d'or, serviront à fabriquer des agents antimicrobiens ou anticancéreux. Passons à Rémi, un spécialiste des molécules chirales. Une molécule chirale présente une certaine asymétrie. Elle n'est pas superposable à son image dans un miroir. Pour illustrer ça, on donne souvent l'exemple de la main. L'image de la main droite dans un miroir correspond à la main gauche et réciproquement. Mais on ne peut pas les superposer. De nombreuses molécules naturelles comme la morphine ou l'ADN sont chirales. La molécule et son image n'ont parfois pas du tout les mêmes propriétés et les procédés pour obtenir l'une des versions seulement sont parfois très difficiles à mettre au point. Bref, Rémi fabrique des molécules chirales et complexes susceptibles d'être utilisées dans toutes sortes d'applications à partir de molécules très simples et pas chirales du tout, ce qui n'est pas une mince affaire. Terminons avec Camille, qui travaille sur la conception d'une sonde injectable qui permettrait de combiner l'IRM et l'imagerie photoacoustique. L'IRM est une technique assez connue, mais l'imagerie photoacoustique moins. En gros, elle permet de reconstruire en détail l'environnement 3D d'une zone du corps. Coupler l'IRM et l'imagerie photoacoustique permettrait d'obtenir des images bien plus parlantes d'un point de vue médical. On pourrait ainsi détecter beaucoup plus tôt des cellules cancéreuses, sans avoir à faire de biopsie. Pour faire tout ça, les chercheurs de l'ICMR ont bien sûr besoin de machines et de matériel. Leurs alliés les plus précieux, en dehors des machines à café, ce sont les spectromètres. Les spectromètres par résonance magnétique nucléaire et les spectromètres de masse, qui permettent de détecter et d'identifier les molécules et de reconstituer leur structure. Ces jolis joujoux peuvent coûter le prix d'une Lamborghini, autant vous dire qu'on les bichonne avec amour à l'ICMR. D'ici quelques années, les doctorants de l'ICMR seront devenus des chercheurs accomplis. La plupart d'entre eux iront poursuivre leurs recherches dans d'autres laboratoires où ils pourront appliquer leur savoir-faire en chimie verte. On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais ce sera pour une autre fois. En plus, on nous attend pour le barbecue de fin d'année.